The last session of the today's conversation, it is about the cost and benefits of the projects in Europe, and we have the honor of four invited speakers, one of them being via Zoom. I hope that's big news. It is already connected with us. And I suggest we start the conversation, and in fact we'll do the same, having a series of presentations from each of the speakers, followed by the Q&A session. The first speaker today is Mr. Stéphane Perrin, who's the financial director of the Division Ingénierie et Projets Nouveaux Nucléaires, thank you, at EDF. And he will talk about the challenge of building a new fleet of EPRs today for France, and the political context and the latest evolutions. Thank you. Merci Daniela de me donner l'opportunité de lancer ce débat. En effet, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les réflexions que nous avons avec le gouvernement français sur la possibilité de lancer un programme de construction neuf nucléaire sur le territoire national. Alors, avant de parler de ce projet de façon plus concrète, je pense qu'il est nécessaire de le remettre dans le contexte global de la politique énergétique française pour bien en comprendre les enjeux et l'analyse qu'on va en faire. En effet, le gouvernement a donné comme direction la neutralité carbone de l'économie en 2050 et la politique pluriannuelle de l'énergie ainsi que la stratégie nationale bas carbone ont défini en 2020 une première feuille de route pour atteindre cet objectif et travailler sur la transition énergétique. Dans ces travaux-là, clairement, le sujet de la construction de nouveaux réacteurs est posé. Si l'on écoute ce qu'a annoncé le président de la République française hier, il a quand même réaffirmé la place du nucléaire dans la stratégie bas carbone et dans la transition énergétique. C'est une sorte de reconnaissance qui est importante pour nous du rôle que porte la filière nucléaire dans la redynamisation de l'économie française. Alors là où je diffère un peu du point de vue de Claude, mais c'est bien d'avoir le débat, c'est qu'en effet, il a parlé des SMR, mais si on fait attention, il a aussi dit qu'il ferait d'autres annonces dans les jours qui viennent qui ne concerneront pas le SMR. Et on est très attentif aux annonces qu'il va faire parce que l'on espère que ça va être justement sur ce programme et sur la relance de la construction nucléaire pour renouveler partiellement le parc français. Alors, concernant le projet en lui-même, le projet consiste en la construction de 6 EPR, globalement d'une puissance de 10 gigawatts, dont la construction va s'étaler sur une vingtaine d'années, et les mises en service progressives s'étaleront entre 2035 et 2045. Le coût initial d'investissement d'un tel projet est d'une 50aine de milliards d'euros, à peu près. Donc oui, en effet, l'investissement initial était un investissement élevé, et les risques associés à de tels types de projets sont eux aussi significatifs. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, le marché privé ne porte pas ce type de projet. Et il est clair que pour faire émerger un programme nucléaire, et on va faire émerger en France un programme nucléaire notamment, mais pas que en France, me semble-t-il, l'apport de l'État, l'implication de l'État est clé. Et là, on retrouve ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire qu'un projet nucléaire, demain en Europe, nécessitera de toute façon une décision politique. Et c'est la décision politique qui fera que le projet sera réalisé. Ce qui est clé aussi, c'est que cette implication, elle doit passer par un cadre régulatoire et un cadre réglementaire qui sont clés pour permettre la viabilité du projet. Nous travaillons aujourd'hui avec les pouvoirs publics justement pour définir ce cadre réglementaire qui va permettre son émergence. Et en fait, les travaux que nous menons reprennent un certain nombre d'idées qui ont été évoquées et finalement on les a restructurées en prenant les idées des uns et des autres et
on peut dire qu'il y a 3 axes qui permettent aujourd'hui de structurer ce cadre régulatoire. Dans quel but? Dans le but de baisser le coût du nucléaire. Pourquoi? Parce que le coût du nucléaire aujourd'hui est élevé et si on ne fait pas un travail pour en baisser le coût et notamment en baisser la première composante qui est en effet le coût du financement, on se retrouvera à faciliter d'autres filières, peut-être des filières russes, américaines ou chinoises, qui, elles, ont déjà un certain nombre de solutions en la matière. Donc, quels sont les axes sur lesquels nous travaillons? Ils sont de 3 ordres. Premièrement, faire en sorte que l'État français investisse directement et de façon significative dans le programme. Pourquoi? Parce qu'il va investir à un taux préférentiel qui va permettre de faire baisser le coût moyen du financement. D'autre part, il faut qu'il y ait une régulation qui permette de répartir de façon équilibrée les risques, et notamment les risques de construction, pour que l'investisseur privé puisse avoir une visibilité sur le cantonnement du risque qu'il va porter. Et là, on retrouve la notion de garantie ultime de l'État par rapport au risque, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de risque, l'État devra venir en relais et porter seul le risque pour que l'investisseur financier privé, là encore, puisse diminuer son exigence et de taux de retour sur investissement. Et pareillement, mettre en place, et c'est le 3e axe, une régulation tarifaire adaptée pour pouvoir à la fois couvrir les coûts d'exploitation dans une base un peu comme les actifs de réseau, c'est-à-dire des coûts exposés à un régulateur qui finalement les acceptera, avec une base d'actifs régulés sur les investissements de maintenance et sur la partie des investissements initiaux, les investissements de construction qui sont les plus importants, avoir quelque part un mécanisme qui permette de sécuriser le retour sur investissement pour les investisseurs, qu'ils soient étatiques ou privés. Et finalement, on retrouve quelque part une notion qui est on paye les gens qui ont investi pour qu'un actif de production nucléaire décarboné sur du long terme, pilotable, soit à la disposition de la collectivité. Donc c'est finalement, on est en train de payer un outil capacitaire de quelque part, et ensuite on l'utilisera au gré de la volonté et des besoins. Donc ces 3 éléments, couplés à une nécessité qui a été rappelée, je crois que c'est par Claude, c'est la taxonomie. Il est absolument nécessaire de faire reconnaître l'activité nucléaire comme une activité décarbonée qui participe à la transition énergétique. Pourquoi? Parce que sinon, on risque de surenchérir artificiellement le coût de financement et donc le coût global pour la collectivité. Donc là, il y a un vrai travail à faire à tous les niveaux pour que l'Union européenne et la Commission européenne, d'une part, acceptent les cadres régulatoires que l'on est en train de mettre en place, et plutôt que de le critiquer et d'essayer d'en contourner les conséquences, soient plutôt sponsors de comprendre que ce type d'actif doit sortir quelque part d'une façon ou d'une autre d'une notion de concurrence et de marché ouvert, et qu'il doit être régi par des mécanismes bien particuliers. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un travail d'explication au niveau de la Commission européenne sur ce type d'initiative qui doit être relayé aussi en ce qui concerne la taxonomie. Alors, le 2e point de mon intervention, c'est au sujet justement de coût-bénéfice, puisque c'est le sujet de la table ronde. Il a été dit précédemment que regarder finalement le LCE ou le coût de revient et comparer le coût de revient des différentes technologies était assez partiel comme approche et qu'il était nécessaire d'ouvrir cette approche-là. Et en effet, aujourd'hui, les différentes technologies de production ne produisent pas sur la même durée, ne produisent pas au même moment, ne produisent pas avec la même régularité. Certaines sont pilotables, d'autres ne le sont pas, font appel à des besoins en termes de réseau qui sont complètement différents. Donc, il nous semble important d'avoir en effet une approche systémique.
Et c'est un peu ce que le gouvernement a demandé à RTE, puisqu'il a demandé, dans son plan prévisionnel 2050, de présenter différents scénarios de mix électrique français à horizon 2050, des scénarios décarbonés, pour voir l'impact de chaque scénario sur le système électrique complet. Chez EDF, on a fait pareil. On a travaillé sur ces différents scénarios aussi, et on en a dégagé 3 principaux, pour faire simple. Un où le mix à 2050 est totalement posé sur des énergies renouvelables. Un autre qui intègre une part de nucléaire, 30 gigawatts environ. Donc c'est 2 fois plus que le nucléaire du parc d'aujourd'hui, à horizon 2050, en ayant poussé nos installations à 60 ans. Donc il faudra doubler la capacité qui existera à ce moment-là. Et un troisième qui est 50 gigawatts de nucléaire, qui permet d'avoir un équilibre 50-50 de production énergie renouvelable nucléaire. Et la vision que l'on a, c'est d'avoir une approche systémique sur le coût complet du système, l'ensemble des amortissements des actifs qu'il faudra mettre en production, plus l'ensemble des coûts de fonctionnement du système. Et ce coût est ramené à l'impact sur la collectivité. Donc on va prendre un taux d'actualisation, quelque part le taux d'actualisation socio-économique, le même pour l'ensemble des actifs, pour pouvoir les comparer. Ce qu'il ressort de ces analyses, c'est que tous les scénarios qui incluent à horizon 2050 dans le mix du nucléaire sont significativement moins chers en termes de coût complet pour la collectivité par rapport au scénario 100% ENR, bien entendu. Donc, le nucléaire, clairement, dans une analyse coût-bénéfice, est un actif de production qui est, comme on l'a dit précédemment aussi, nécessaire pour la décarbonation de l'énergie, mais en plus qui permet de baisser le coût pour la collectivité. Donc c'est très important d'avoir ça en tête pour justement permettre de faire comprendre la part et l'importance économique du nucléaire demain dans le mix de production électrique français. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est le sujet de faire démarrer ce programme de nouveaux réacteurs. En tout cas, ce premier programme. Aujourd'hui, quand on regarde la position de l'État, on peut se demander pourquoi il n'enclenche pas rapidement cette décision. Alors, nous espérons que ce qu'a dit le président de la République va aller dans cette direction-là. Mais il nous semble qu'enclencher rapidement ce programme, ce premier programme de construction de nouveaux réacteurs est une décision sans regret pour le gouvernement français. Pourquoi c'est une décision sans regret? Parce qu'aujourd'hui, et ça a été dit aussi, globalement, on est dans un horizon de temps qui est très lointain, à 30 ans, avec des incertitudes liées aux modélisations qui peuvent être faites de ces différents scénarios et des hypothèses qui peuvent être prises. Donc décider aujourd'hui quel sera le mix de production décarboné français optimum à 2050 paraît un peu hasardeux. Et donc il faut donner au gouvernement français de la flexibilité, de la manœuvrabilité dans sa politique énergétique future. Et comment donner cette flexibilité et cette manœuvrabilité? C'est en lui laissant toutes les options ouvertes, et notamment l'option nucléaire. Et quand, à peu près à mi-parcours, autour de 2035, là où on aura vu comment les énergies renouvelables se sont développées en France, comment les évolutions technologiques ou les ruptures technologiques peuvent être prises en compte pour les intégrer dans le mix, et aussi voir quel est le niveau de la consommation électrique française à ce moment-là et en projection à 10-15 ans, en fonction de la décarbonation de l'économie et de l'électrification des usages. Et donc c'est à ce moment-là que la véritable option sera prise par le gouvernement entre plus ou moins d'énergie renouvelable ou plus ou moins de nucléaire. Mais pour prendre cette option et laisser cette option ouverte en 2035, il est nécessaire de lancer le programme tout de suite.
Alors, je ne vais pas vous donner l'ensemble des raisons pour lesquelles c'est nécessaire. Je vais vous en donner une qui me semble primordiale. C'est lancer le programme tout de suite de premier réacteur, c'est garder une dynamique industrielle. Et c'est permettre, au moment où l'option devra être relevée, d'avoir un niveau d'excellence de la filière nucléaire française qui permette, si ça lui est demandé, de pouvoir accélérer la construction et dans les meilleures conditions possibles. Donc, oui, il nous semble que le programme nucléaire de 6 réacteurs à lancer rapidement est un choix sans regret du gouvernement français. Et je conclurai sur le fait que EDF est vraiment convaincu que la neutralité carbone en 2050 devra aussi s'appuyer sur un mix de production décarboné qui durablement se reposera sur la complémentarité entre nucléaire et énergie renouvelable. Je vous remercie. Thank you very much, Stefan. I wanted to, sorry, but I can't stop myself in saying, if we agree all that the purpose is decarbonation and meeting climate change targets and the benefit of the people, and you've made sensitivity analysis proving which is the best model, I must say that I wonder which kind of flexibility do we still need to wait for. And with that, I would move to the next speaker from this panel, who gives us a description of another country who didn't wait to have too much flexibility, it seems, at least for the time being. And I will give the floor to Björn Peters. He's a physicist, but also expert at Peters. At Peters Coal Company, he's the expert for power financing, despite the physicist experience and dedication. And during the presentation, Björn has promised that he will quantify the cost of the energy transition in Germany. And also he will compare the scenarios of the phase-out or no phase-out, which are still maybe to be considered in Germany. Thank you. Yes, thank you very much for having me. Maybe one word to Stéphane Peyrin. I'm very happy that France is seriously considering the amount of solar and wind energy that as an energy system can tolerate. That's because that's exactly the right question, because the challenges of having weather-dependent energy sources in a system, they increase with every 10% of those sources in the system, and they increase non-linearly, so it's more exponential, and that's what sound political planning should actually be doing. And now I'm coming to an example where this has never been done. Germany still believes that we can do 100% renewable in terms of solar and wind energy. And while I'm quite optimistic for solar energy, because it's getting cheaper and cheaper every year, essentially, for wind energy, I'm not so certain, because it will certainly play a good niche role, but as a backbone of an energy system, it's simply far too unreliable. And I will come to it because we're seeing signs of this today. First of all, what is the cost of and cost and benefit analysis of the German energy transition at the moment? So far, we have spent about 350 billion euros in sunk cost for 6% of the primary energy. That is very much disappointing. Of course, in total, we are using about a sixth of the primary energy comes from renewable energy, but most of it is burnt wood for heating purposes, so it doesn't really count. And this has been around for centuries, of course. So we're focusing here on what is new since the 20 years since they introduced the world's first feed-in tariff system.
The future cost is more difficult to assess because we have a sort of a contract for difference cost structure, meaning that the feed-in tariffs for example, wind power producers are fixed and constant, but the cost for society is a function of the difference to the power price at the exchange. And what we're seeing nowadays in these weeks is that power prices are going through the roof, and of course then the relative cost of the energy transition goes down, but that's probably not a stable situation. Now, for the remaining sectors, it depends on the aspiration level. There's numerous studies out there. Some of them are more reliable than others. I've studied some of them in detail and published about the results. Many of these studies don't really follow a scientific standard, so that's a burden of getting through the real messages. But we know for an 80% decarbonization aspiration level, it will be about 1 trillion euros, 1,000 billion, which is more or less achievable. For 95%, it's about 2 trillion, and for 100%, it's about 5 to 6 trillion euros. It's not called an energy transition, but a total transformation of all sectors. And you need to be a very faithful person to believe that we could do this in 25 years, so until 2045, that no oven, no car, no production process emits any amount of carbon dioxide. So it's very much hope-driven, and we've heard today that most of the technologies that we need to decarbonize are not there yet, and we are still cutting down research budgets. So I'm not too optimistic that this can actually be done under the current policies. Now, we still have not stopped the nuclear phase out, which would be a necessity. Currently, we have, and I need to read it. So it's 6 nuclear reactors are still there out of 29, and they produce with a little bit more than 8 gigawatt in power, and they produce 64 terawatt hours in energy. So now what does it mean if this energy is missing in the grid? As everywhere in the world where there were nuclear phase-outs, it's not going to be replaced by weather-dependent energy sources. It is going to be replaced by gas and coal prices. And we're talking here 12% of the power in Germany, so it's quite substantial, and Germany is the largest power market in Europe. So we'll have to face the situation that by pure merit order effects, nuclear is the cheapest source of energy of the thermal energies, and coal and gas will be substantially more expensive. It will be about 30 euros per megawatt hour, meaning that there's a total cost to the German economy that is about 20 billion euros. That is nice for the Germans, because for you, all of you who are not in Germany, because you think the German economy is then weakened, but that's not the case. So the German power market is the dominant one in Europe. We have a European power market. So everybody of you will pay the higher power prices because of the German nuclear phase-out. And that's not all. We will have higher carbon emissions by around 60 million tons per year, higher emissions in a climate debate where we're discussing how to reduce emissions. Germany will increase its emissions. And I know it, I've had a discussion with a sort of energy minister in Germany last week. He was totally cool. He said, yeah, emissions will increase. Let's wait and see how people will react on it. So this is not a sound situation. And again, 60 million tons
in carbon means 60 million additional carbon emission certificates. And that is about 3% of the total market in Europe. Of course, prices have to go up if you take out so many additional carbon emission certificates. And you, again, every one of you, all the countries in Europe will pay a higher carbon price because of the German phase-out. I find it hard to quantify the effect, so how many euros 3% is, but usually it's rather inelastic markets. So 3% means a lot of price increase, and it's probably what we're seeing right now. So carbon prices have already gone up from 20 to 60 euros or so. Please allow more to see of this if Germany still continues with its phase-out. And so that's even not all the equation. 60 million tons, 60 million megawatt hours more in gas and coal production means we need lots of more gas and coal. So there will be additional scarcity in a stressed market. So the additional cost of the German phase-out, I think it is in the mid-levels, something like 50 billion euros per year for Europe. And that is, in my view, it is slightly irresponsible. So, and I'm working on still changing it. Fortunately enough, there's a lot of political debate starting right now in Germany, and all the newspapers are full and reconsidering the nuclear option. And this comes in a situation where we have multiplied power, carbon, coal, gas, and oil prices. And we haven't discussed about the reasons, but two of the three main reasons were weather related. So we have had a hard winter. The gas storage was empty. We had very, extremely low and unexpectedly low solar and wind production in the system. Nobody thought about that such a weak solar and wind year was ever even possible. And then it was probably bad planning in gas sourcing. So what I've heard, so everybody blames Russia that they don't deliver enough gas, but apparently they have fulfilled all the contracts. So everything that was commissioned was really delivered. Essentially it is bad planning in terms of capacity. Everybody thought we could go down with gas consumption, but of course a nuclear phase-out means it goes up. And a phase-out in the middle of winter is a particularly bad idea. So hopefully we won't have a very strong winter, because otherwise we can't see where the situation is going. And maybe this. And now I'm coming back to the wind issue. For 1 million years, the man has tried to become less and less dependent on the weather. Now suddenly, with the Green Deal, we're trying to get more dependent on the weather. So it's a reversal of human history. And the thing is that we don't know anything about the weather. So climate sciences, they are about the average development of the climate. But for assessing the viability of an energy system that builds on weather, we would need to know the entire distribution of different weather situations, but there is no such a discipline in science as statistical energy meteorology. Actually, when I discovered this about 10 years ago, I started to do it, but there was no funding in science. But I was so surprised that nobody actually knew what the challenges are in such a renewable system.
in particular if you scale up renewable energy easily. So as an ordinary citizen, you think, well, there must be some brilliant people. They calculate all this, and then they start a new strategy. No way. So this didn't happen. So now we are where we are, and maybe we take this energy crisis, this deep energy crisis, as an opportunity to reconsider all the options, including the nuclear option. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Björn. We'll move to the next speaker, who will show us another model. We already have two very different political decisions. Let's see a third one, which is a country which doesn't have for the time being a strong nuclear program, but is committed to embark on it. And we are talking about Poland. And Mr. Kubacki, who's the advisor to the Minister of Climate and Environment in Poland, and also author of several publications on nuclear energy and international economic relations, will share with us the Polish choice to add nuclear to the energy mix and the rationale behind this decision. Zbigniew, were you with us? Yes. Super, thank you. Please, the floor is yours. Okay, thank you very much. Can I ask for the presentation? Yes. Go to the screen. Yes, just a second. The technical team is working on that. Give us a minute and we'll sort it out. I'd like to thank you, Madame. Okay, Zbigniew, unfortunately it seems your presentation didn't arrive. It isn't with the technical team. Can you please... No. Can you please eventually share the slides from your computer? Okay, I will try. Did you take over? Yeah. Zbigniew, I have a proposal because we are already late with our event. If you agree, I suggest we switch the presentations until you fix the technical issues. And with that, we would move to Tatiana. Tatiana is an anthropologist and the founder and journalist and the founder of the BMAG Belgium is the correct name, thank you. And she will give us an anthropological view by addressing the issues of energy cost and looking at the impact sorry, I don't know, something happened to my notes here. But the idea is that she will talk, so she will have this anthropological perspective in addressing costs and the impact on society and energy poverty. So please, Tatiana. Thank you. Je vais parler en français. L'histoire du nucléaire en Belgique est celle d'un grand secteur dans un tout petit pays. La Belgique a été une nation pionnière dans le nucléaire civil. Grâce au Congo, elle avait accès à des gisements d'uranium. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Belges ont échangé cette matière première avec les Britanniques et les Américains contre un accès aux connaissances et aux technologies dans le domaine du nucléaire civil. C'est ainsi que le premier réacteur nucléaire du continent a été construit à Mol. C'est aussi à Mol que le retraitement des déchets et la fabrication du combustible recyclé MOX a été mis au point. C'est encore à Mol que l'Europe et le gouvernement belge soutiennent le développement d'un réacteur du futur à neutrons rapides de 4e génération, c'est le projet MIRA. En 1975, la Belgique disposait de 3 centrales, Doel 1 et 2 en Flandre et Tihange 1 en Wallonie. Plus tard, dans les années 80, le parc nucléaire s'est agrandi avec Doel 3 et 4, ainsi que Tihange 2 et 3. En 2003, une loi adoptée sous le gouvernement Arc-en-Ciel-Verhofstadt prévoit la fin de la production d'électricité par les centrales nucléaires en 2025. C'était à l'époque le trophée des partis écologistes.
Ceux-ci, après avoir réalisé une spectaculaire poussée en 2000, se sont écrasés en 2003. Néanmoins, aucun gouvernement n'a osé revenir franchement sur cette décision. Pourtant, les centrales belges ne sont pas en fin de vie. Les autorités de sûreté dans plusieurs pays ont homologué la durée de vie de centrales à réacteurs à eau pressurisée comme celle dont nous disposons ici, jusqu'à 60 ans et même 80 ans. La prolongation de la vie de 20 ans de 2 réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, qui coûterait selon certaines estimations 1,6 milliard d'euros, ne ferait qu'ajouter moins d'un demi-cent au prix du kilowattheure, donc un demi-centime de plus pour un kilowattheure. Le nucléaire est une énergie bas carbone et les nouvelles technologies sont à la fois plus sûres et brûleront ce que l'on appelle aujourd'hui des déchets, dont le stock actuel garantit plus de 500 ans de réserve énergétique. Il faut également rappeler que maintenir le nucléaire assurait une rente de 3,5 milliards d'euros par an pour l'État. C'est ce qui a amené un représentant de l'OCDE à relever l'absurdité d'une politique qui consiste à détruire un outil de production amorti qui ne génère pratiquement plus que du bénéfice. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire génère plus ou moins 75% de toute l'électricité bas carbone produite dans notre pays. La Belgique est vraiment très spécifique sur ce plan. Les 25% restants des ressources bas carbone proviennent des énergies renouvelables. Si nous fermons les centrales nucléaires en 2025, en augmentant la contribution des énergies renouvelables, vu leur intermittence et la nécessité de maintenir une production suffisante, plusieurs centrales au gaz devront être construites. Les émissions de CO2 de notre pays augmenteront alors considérablement. Selon les scénarios, l'augmentation serait au minimum de 35%, mais pourrait monter jusqu'à 150% en fonction du type d'énergie que nous serons contraints d'importer. Accessoirement, cette consommation accrue de gaz contribuera à la flambée des prix de celui-ci. Le prix de revient de l'électricité nucléaire dépend très peu du prix de l'uranium, qui ne représente que 5%. Par contre, le prix de l'électricité produite par les centrales à gaz dépend très fort du prix du gaz, qui intervient pour environ 60%. Le prix de l'électricité en Belgique ne peut donc qu'augmenter en fonction de l'arrêt des centrales nucléaires. Par ailleurs, le coût des quotas d'émissions de CO2 augmenteront le prix et le plafond global des émissions acceptées diminuera progressivement, tirant ainsi encore un peu plus les prix à la hausse. Enfin, et ce n'est pas un détail, le nucléaire belge génère 7 000 à 7 500 emplois directs et indirects. Il s'agit d'une véritable filière, pour ne pas dire un fleuron de l'industrie, avec des emplois hyper qualifiés ou pas. Que n'a-t-on entendu les syndicats lors de la fermeture de l'usine Renault à Vilvoorde? Il s'agissait de 3 100 emplois. Alors pourquoi une telle désaffection? Depuis des décennies, des générations d'écologistes surfent sur la confusion entre nucléaire militaire et civil pour attiser des peurs irrationnelles qui sont devenues leur fonds de commerce. Ces mouvements ont habilement exploité les accidents de 3 Mile Island, Tchernobyl et ensuite Fukushima pour justifier le sacrifice de cette énergie qui a bien mauvaise presse, dans une presse totalement idéologisée et déconnectée des éléments techniques qui sous-tendent cette industrie vitale pour un pays comme la Belgique, où elle tient une place prépondérante. On nage en pleine irrationalité. En 2018, la consommation d'énergie primaire de la Belgique atteignait 53,2 mégatonnes équivalent pétrole, soit 620 TWh, dont 450 TWh d'énergie fossile. En 2020, la consommation d'électricité en Belgique s'élevait à 85,4 TWh, dont 33 TWh de nucléaire, 27 TWh de fossile, 18 TWh de renouvelables et un seul de 8 TWh, un mix de différentes énergies type hydraulique et biomasse. Les dispositions légales imposent que la préférence soit donnée aux renouvelables au détriment du nucléaire qui peut assurer 47 TWh. Pour contrôler le climat, il faudra remplacer 450 TWh de fossiles par de l'électricité. Dans une logique décarbonée, comment ajouter plus de 450 TWh aux 18 TWh de renouvelables actuellement produits? Sans la moindre connaissance scientifique, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une mission impossible. Un expert de l'OCDE a fait remarquer que la Belgique, qui ambitionne le renouvelable à 100%, était un pays capable de faire reposer plus de la moitié de la production de son électricité sur des technologies qui n'existent pas encore.
Mais comment est-on passé de l'irrationnel au surréalisme ? Je pense que la réponse est partiellement apportée dans un tout petit ouvrage, Ce que le militantisme fait à la recherche, de Nathalie Heinisch, qui nous dit « Accumuler la posture du chercheur qui étudie les phénomènes avec celle de l'acteur qui tente d'agir sur eux, on ne fait que de la recherche au rabais et de la politique de campus. » Damien Ernst, scientifique belge spécialiste de l'énergie, ne dit rien d'autre lorsqu'il décrit, pas plus tard que cette semaine, le Disneyland belge. Selon lui, la politique énergétique de notre pays est tombée sous influence des sciences humaines qui se sont emparées du sujet sans en maîtriser les tenants et les aboutissants sur les plans techniques et scientifiques. Nous assistons donc à une déconnexion complète du réel pour satisfaire des objectifs purement idéologiques. Celui qui fut le chouchou des médias et en est devenu leur paria depuis que son opinion a changé sur le nucléaire en 2017, pointe aussi, et à juste titre, l'hégémonie du courant écologiste décroissant. À vrai dire, on a le sentiment que ce dernier se réjouit de voir l'énergie devenir inabordable, tant on l'entend répéter que la meilleure des énergies, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et de réel, il en est de plus en plus question, à mesure que les prix de l'énergie frisent avec l'impayable. On apprenait hier qu'en France, 60% de la population a réduit le chauffage dans son habitation. Il n'était que 30% en 2019 à être touchés par la précarité énergétique. Il en sera de même en Belgique, lorsqu'il faudra baisser la température dans les hôpitaux, les hospices et les crèches. Pourtant, Damien Ernst nous propose une autre voie, celle de l'écomodernisme, qui consiste à miser sur la recherche et les investissements dans des technologies nouvelles, bas carbone, afin d'assurer une énergie abondante et abordable pour tous. Les scientifiques de bonne foi sont conscients du rôle du nucléaire dans ce changement de paradigme écologique. Une énergie chère conduira des millions de Belges dans une situation intenable. Nombre d'entreprises du secteur seront menacées de disparition, comme c'est déjà le cas de certains fournisseurs d'énergie en Grande-Bretagne, qui déposent le bilan faute de pouvoir honorer la fourniture de contrats à prix fixe, alors que leurs coûts explosent. Les particuliers seront privés du confort minimal, la compétitivité des entreprises sera en berne, ce qui ressemble fort à une crise de l'énergie peut très vite muer en une crise sociale, économique et financière. Si notre politique énergétique tient du surréalisme, ses conséquences socio-économiques tiendront bien du réel. En Belgique, plus qu'ailleurs, nous avons beaucoup à perdre dans l'abandon du nucléaire. Nous avons basculé dans l'incertitude énergétique. Il est moins une pour ne pas nous enfoncer dans la précarité énergétique et voir le pays gravement déclassé au sein de l'Union européenne. Pour conclure, nous pouvons résumer le catalogue belge des plus mauvaises pratiques en disant que sortir du nucléaire ne réduit pas les risques. Il y a 13 réacteurs à nos frontières. Le pays est très petit. Cela ne résout pas la question du CO2 lié à l'électricité. Cela ne résout pas la question des déchets. Cela augmente notre dépendance à la Chine, à la Russie, aux USA et au Qatar. Cela augmente la facture d'électricité des ménages et de l'industrie. Cela nous prive d'une ressource efficace et économique pour produire de l'hydrogène qui pourrait être indiqué à l'avenir. Cela causera la destruction de milliers d'emplois et aussi celle de compétences internationalement reconnues. Je vous remercie. Thank you very much, Tatiana. And the last speaker for today, and hopefully Zbigniew has managed to sort out the technical... Zbigniew, do you hear us? Okay. Please, the floor is yours. Okay, so, yes, it's visible. Yes, you can hear me and you can see the presentation. Yes? We can hear you, we don't see... Yeah, and we can see the presentation, yes. Okay, so thank you very much. Sorry about this technical problem. No problem. I will shortly describe the country which is trying to deploy nuclear power for the first time due to the many reasons, and I will tell the rationale behind the Polish nuclear power program. So, first, the nuclear is a part of the Polish long-term energy strategy. There is three pillars of the Polish energy strategy. One pillar is just transition, the second was zero-emission energy system, and another one is good air quality, because we have a very bad problem with
energy system in Poland. There are three legs to the Polish energy transformation. One leg is offshore wind, which we would like to install till the year 2048 to 11 gigawatts of the offshore wind. There is a 6 to 9 gigawatts of the nuclear power. And then there is a very important leg, which is the distributed and prosumer energy production. By distributed, it means, we want to set up 300 clusters, group of producers, and we want to have 1 million individual producers of electricity in their homes. The Polish nuclear power program was originally set up in 2014. Last year, in October, the Council of Ministers updated the program on the request of the Minister responsible for energy, and we changed some parameters of the program. First, we changed the schedule. Now we want to have the first large unit reactor commissioning in 2033. Altogether, we want to have 6 nuclear units, and the program we want to conclude at that version in 2043. Every 2 years, there will be new reactor added to the Polish energy system. We want to modify the legal conditions, make it more easier for the investors. We already decided to change new business model, operational model. We want to see the bigger role of the government, regulators. Also, we are talking about the newest nuclear technology, small modular reactors, and especially HTR. The rationale for the Polish nuclear program is the same as I think most of the countries. This is the energy security, protection of environment and climate. This is the topic very important currently, and the economic benefits for the country. The energy security, what does it mean for Poland? Putting the nuclear power will diversify fuel-based electron energy system. Currently in Poland, there is 70% of electricity still produced by coal, which is completely unsustainable. So we diversified the fuel lines, we diversified the power generations and supplies, because we no longer based on fossil fuels, and we building the renewables, building nuclear power, we will build more independent energy system. And finally, we will have to replace all coal power plants. As I said, 70% of generation, and most of the plants are outdated. So we have to replace them, but we want to replace most of them by dispatchable source like nuclear, which is zero emissions, and then we will have no problem with regarding the European climate energy policy. The benefits of the nuclear and the Polish transformations I would like shortly describe on the slides. You can see this steep drop of the emission of the greenhouse gases in Poland, equivalent of CO2. So from 860, we want to go down to 300 in 2040. Maybe even it will be lower, because the European Union decided to go to 55, and then it is more challenging. But this drop will be caused by the nuclear, renewable, bigger, unfortunately, role of the gas for the transition time, and closure of the most fossil fuel plants. What nuclear means for Poland? We already just made very thorough analysis during the time when implementation of the program, preparation for the program. First, we came to the conclusion that it is the most competitive source of generations in the full life cycle costs of operation. If you take into account 60 up to 80 years of the operation, nuclear power plant, this is the most competitive source. Even the higher cost of the investment are balanced by low and stable cost of fuel
the long life cycle of operation. So with the high cost of the investment, then due to the low cost of the operation, fuel makes it, the high investment somehow, not very burden to the economics of nuclear power. Even despite probable delays which happen in Europe, the LPPs can provide the most competitive clean energy to economy and the industry. And this is also the greatest possibility of the reduction of emissions in Poland. On the microeconomic effect, pure information, if we, for example, not introduce nuclear into the Polish system, it means that we will have to pay almost 1.5 billion euro for the certificate for emission. Currently, this analysis, this account was done on the euro 30 per CO2 emission bomb. But now we have 60, so it means producing other sources of generation with emissions, then we have to pay almost 3 billion a year in Poland for the cost of the emission. What means, every year we will have a nuclear power station in comparable value. There's also constructions, building, emergence of lots of the new industry in Poland, modernization of the industry, electric power plant construction, business services, electronics, electronic equipment, metal products, services. So many industries are benefiting from that. And finally, nuclear power brings also not only electricity, but we are considering the district heating, zero emission part. Now we are doing mostly district heating by coal. Desalination in terms of the many future roads and problems with the rainfalls. And also we take into account such a production possibility like radioisotopes we produce in Poland. But having nuclear power, having the expert science, we can increase the medical radioisotopes for the public health. We also say that it will bring tax incomes to the government and local communities. That's few words about the SMRs and HTGR. Priority for Poland is implementation of nuclear power program based on large-scale reactors. Because we need a large volume of electricity, demand is growing, we are closing with lots of the thermal power stations, so we need a big reactor. But we also understanding the benefits of the SMRs and HTGRs. We initiated the programs in Poland in 2018, construction potential for construction of HTGR in Poland. The Polish Center of Nuclear Research Institute is a very big research center, signed recently a contract with the government, with the Minister of Education, Minister of Climate, which will pave the way for 3 years program to prepare for the building of demonstrators based on HTGR technology in the Świerczyn, Poland. Why we are going for the HTGR? Because we know that it will decrease sensitivity of economy to environmental regulation, not have to base on the emissions, decrease dependence on fossil fuel imported from third market, mostly gas, and finally developing new modern nuclear program. It will be synergy with the large program, so we have more scientists, we upgrade the regulatory environment, and we will be benefiting this program of SMRs HTGR for all nuclear sector. And the last slides I mentioned already, 22, we are going to pick up the technology. 2026 start the construction of the first units. 2030 commissioning of the first unit, and then every 2 years we will add to the Polish system the next reactors. So we will have this minimum 6 units by the year 2043. So thank you very much for attention. As you can see, for a country which is now
changing and transforming the energy system, we consider nuclear as indispensable part of the allow us to reach the goals, net zero goals and climate energy policy objectives. Thank you very much for the attention. Thank you very much, Zbigniew. Thank you very much to everyone. Because we are already late, I would say maximum 2 questions from the audience, please. I admit I have many questions. I'll take the chance to to chat if I can afterwards. But okay, it seems okay. We have a question there, please. Just a second. Yes, I have a very simple question and short. This very impressive program, how is it financed? Is it financed by state only or private sector is involved as well? The Polish program? The Polish program, of course, yes. Zbigniew? The Polish program and the Polish program, that's the problem with video. So the Polish program actually, is state-run. So the state took over the company, special vehicle company, and then that will be now owned by the government, and the government will be financing, and according to the Polish nuclear power program, government wants to have 39% stake in the program, and we are open through the negotiation with the strategic partner to invite them to be part of the program. So the Polish government, will have 51%, before 49% is open for a strategic partner to the program. So at that stage, the government is driving the process, and no private companies, investors now engage in the running preparation for the implementation of the program. Thank you so much. And one last question of the day here, please. Thank you very much. It's a question for the 2 countries who are phasing out nuclear, Germany and Belgium. We heard from, we know that in Belgium there has been a discussion in December between the utility and the government, with the utility basically telling the government, you need to tell us now if it will be a full phase out or if we keep 2 nuclear power plants in operation, and that's in 2025. So basically the utility said we need 4 years, 5 years for the preparation, because we need to go through basically the environmental impact assessment, the ESPO convention, the public acceptance stuff, etc., and then all the preparation, etc., etc. Good. Now we hear from you, Bjorn, that well, there are maybe some discussions, okay, it's not very clear at all at this point, but maybe there are still 6 power plants in operation, but they are due to be closed this year, next year. It's tomorrow. Okay, what is the position of the utilities in Germany vis-à-vis such a potential or possible evolution? I mean, is it something which is feasible from a utility, from a technical perspective, to say, well, yeah, maybe, okay, we can keep them in operation because it's very late. I mean, all the preparation will not be done in time to go to long-term operation. Yes, thank you very much for this question, because I think, of course, it's a very relevant one. And as for ENGIE, they're essentially a gas company, so they don't seem to care for their nuclear power plants. In Germany, we have 3 operators. I've been in discussions with senior management of people within the nuclear industry in the past couple of weeks, because I've never been so convinced that all these stories about, no, we can't do it, it's too late, is really true. And here's the story. First of all, the German power plants are totally state-of-the-art.
So because that's the German law, every time some new technology comes in that increases the safety or the technology at all, you have to implement it. Otherwise, you lose your permission to operate. Second, fuel elements are an issue, but it's not 4 to 5 years to produce them. It's 18 months, and in the meanwhile, we could operate with the nuclear power plants based on old fuel elements. There's precedence for this because it has been done for 2.5 years. Grafenrheinfeld, the nuclear power plant, has been operating on used or outdated fuel elements. So that's not a really issue. Third, it's about staffing. Of course, they have all made their personal planning, but nuclear workers seem to be enormously committed to their power plant. They don't go to work to a power plant, they go to work to their power plant. So it's a very high level of commitment. And many of them apparently say, well, if we could not demolish the power plant but continue operations, I would change my life plan. I would come back from retirement or not start retirement. I would do this. And fourth is suppliers. That's of course an issue. So we've treated them not too well in the last 20 years. So there might be some things going on. So that the total refurbishment would be practically no cost, maybe 1 billion for all the 6 power plants. And if we want to operate them for another 20 years, of course, then there's the regular maintenance cycle and all this planning. Nonetheless, having said this, they're still not willing to really discuss this, the operators, because they have lost the trust in the government. And there has been so much so jumping from one opinion to the other in the past, so that the trust in the government is lost. And that's why, so I've written a paper on how to actually do this. And one key element is a state guarantee of 15, at least, better 20 years, that the government won't change the laws. And then there might be something going on. And public opinion, interestingly, is turning in our favor. So it used to be maybe 40% of the Germans in favor of nuclear energy a couple of years ago. In 30 years, it has never been a very small minority. In the public debate, you could think it's only about 5%, a few weirdos who believe in nuclear energy. But actually, it's 52% right now. I've commissioned such a survey. And so this is very encouraging. And if you look deeper into the results, the young people and the older people are more in favor of nuclear energy than the younger ones. Thank you very much, Tatiana. I will answer. It raised the question of the long term and the gap between the political time and the industrial time. So, but in Belgium, I think, maybe I'm going too far, and it's an extrapolation. But Belgium is not is a federal country. Regions are competent for their environmental policies, although nuclear remains in the federal field. But I think that in a near future, nuclear could become a real political problem. And because if a region wants to be less stupid than another, it could be it could raise a huge problem. I think Belgians here understand what I'm talking about. Okay, thank you very much, and thank you all. Please
join me in thanking to our panelists and to the vivid discussion. See you tomorrow. Alors, oui, un petit mot. Un petit mot, oui. Oui, alors, d'abord, un grand merci. Franchement, vous avez été formidables. Alors, on ne peut pas dire mieux. Très différents les uns des autres. Et, alors, évidemment, Koumbaki ne répond pas à la question qu'on lui a posée sur les investisseurs. Mais si, il nous a répondu en termes de pourcentage. Oui, mais enfin, ce n'est pas tout à fait la question qu'on lui reposera demain, de toute façon, puisqu'il sera de nouveau dans une table ronde demain. Mais en tout cas, formidable. Et alors, vous nous donnez un peu l'espoir que si ça bouge en Allemagne et en Belgique, alors nous allons être majoritaires au niveau des États pro-nucléaires. Bon, donc je vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Soyez à l'heure, le programme est très chargé, c'est vrai, mais vu la qualité de nos intervenants, franchement, je crois que ça valait le coup, parce qu'on aura aussi des actes et des comptes rendus avec des articles synthétiques, bien sûr, pour donner à comprendre un beau sujet qui traverse le débat public en Europe. Et là, j'aimerais bien que nous soyons encore plus, si j'ose dire, à l'offensive. Donc, bonne soirée. Pour ceux, évidemment, qui, parmi nos invités et nos partenaires, je vous donne rendez-vous à 20h. Et pour les autres, je vous dis à demain matin à 9h. Un peu moins le quart, comme ça on démarre à 9h. D'accord ? Oui. Non.